Salut à tous, voilà maintenant 9 mois ou 10 mois qu'il est sorti, en début d'année 2018. Ça fait environ 4 mois que je l'ai. C'est le moment, je pense, de vous faire mon petit retour sur le Panasonic Lumix G9. Avantages, inconvénients, caractéristiques, pourquoi je l'ai choisi, c'est parti. Purée, 9h du mat, je crève déjà de chaud. Bon alors chez Panasonic, le fer de lance en vidéo, c'est le GH5 et le GH5S. Et ce G9 a été construit sur la même base que le GH5, à savoir ce capteur micro 4/3 de 20 millions de pixels. Alors ce G9, déjà, il est super agréable à manipuler. Il a un gros grip, il est très facile à prendre, il est ni trop lourd ni pas assez, il fait robuste. D'ailleurs, il est tropicalisé, d'accord, donc résistant aux projections d'eau et de poussière. Je vais commencer par vous dire les deux avantages du GH5 par rapport au G9 qui pourraient faire que ça ne vous intéresse pas d'aller vers un G9. Le GH5 a une durée d'enregistrement vidéo illimitée, d'accord, donc la seule limite c'est votre carte SD. Contrairement au G9, pour lequel Panasonic n'a pas payé la taxe pour dire que c'est une caméra en fait. Donc le G9, lui, il est limité à une demi-heure d'enregistrement sur un seul plan, et même 10 minutes si on filme en 4K 60 fps. En ce qui me concerne, je ne dépasse jamais 10 minutes de plan, donc ça ne me dérange pas du tout. Second avantage du GH5, c'est le débit d'enregistrement. Dans la 4K, il peut l'enregistrer en 60 fps à 10 bits, contre 8 pour le G9. Et ce débit, ça fait qu'il y a quand même une qualité qui est un peu supérieure pour le GH5 par rapport à celle du G9. Et encore une fois, dans mon cas, 99% des personnes ne verront pas la différence. Le G9 est quand même une vidéo qui est de super qualité avec ce 4K 60 fps qui est quand même assez rare dans le monde des appareils photo caméra. Et donc ça fait une qualité quand même semi-professionnelle qui moi me suffit amplement. Donc voilà pour les deux avantages du GH5 par rapport au G9. Pour tout le reste, le G9 est supérieur. On va commencer par la stabilisation. La stabilisation 5 axes du capteur qui marche de concert avec celle de l'objectif que vous avez s'il est stabilisé, eh bien, elle a été améliorée sur le G9 par rapport à celle du GH5. Et après, donc comme le G9 est le fer de lance de Panasonic pour ce qui est de la photographie, eh bien, tous les autres avantages vont être pour ce qui est de la photographie. Comme par exemple la rafale en 60 images par seconde et 20 images par seconde en autofocus continu. Ça c'est vraiment sympa, les rafales. Il y a aussi le mode où vous savez, des fois il y a un oiseau qui décolle, on va prendre une rafale et on se rend compte après en regardant que la bonne photo aurait été à prendre une seconde avant le début de la rafale. Mais là en fait elle est prise, d'accord. Il y a un mode où quand on commence à appuyer, ça enregistre déjà une seconde avant qu'on ait appuyé. Ça c'est rigolo. Tous les modes de post-focus, focus peaking, enfin voilà, ça c'est des trucs qui sont sympas. Et il y a plein de choses en photographie que vous aurez sur le G9 que vous n'aurez pas sur le GH5. Je reviens un petit peu sur la stabilisation parce que j'ai oublié de vous dire que à main levée, pour que vous ayez une idée, je peux faire des photos longue pause jusqu'à environ un quart voire une demi-seconde sans qu'il n'y ait de flou si je suis bien calé. Ça avec un appareil normal non stabilisé, c'est de la science-fiction, il faut vraiment un trépied, tout ça. Mais là ça me permet de faire ce style de photo là à main levée, ça c'est génial. Et en vidéo, la stabilisation aide aussi beaucoup. On peut pas se passer d'un stabilisateur si on veut vraiment des plans hyper sympas, mais en tout cas on arrive à faire à main levée des vidéos qui sont assez stables et ça dépanne bien et ça fait des plans quand même très sympas. Voilà, un petit tour maintenant rapide de l'appareil. Alors on va commencer par cet écran là. Panasonic nous a mis un écran ici, un peu comme sur un réflexe, pour nous rappeler un peu des informations en temps réel, donc la focale, l'ouverture, la batterie qui reste, etc. Ce qui est assez pratique. Et cet écran est aussi rétroéclairé quand il fait nuit, si on veut activer l'éclairage. Ensuite, la molette de sélection des différents modes, elle est ici, c'est une double molette avec en haut les modes priorité à la vitesse, à l'ouverture, enfin classique quoi. Et en dessous, la seconde molette qui est là, elle sert pour choisir les différents modes time-lapse, photo 6K, photo 4K.
Le viewfinder, le VF, c'est le deuxième meilleur, je crois, qui existe au niveau de la magnification, de la taille. Il est énorme. Quand on regarde dedans, c'est vraiment énorme. Donc la magnification est de 0.83 et on peut bien sûr la réduire si on porte des lunettes ou si on en a envie. Bon, l'écran tactile, comme sur tous les Panasonic, il est orientable dans tous les sens, d'accord, ce qui est assez pratique pour vlogger par exemple. Et après ici on a un petit joystick. Alors lorsqu'on choisit les choses, c'est soit sur l'écran qui est tactile bien sûr, et après on peut soit donc, bouger en tapotant sur l'écran, soit avec le joystick, d'accord. La molette là qui sert à agrandir par exemple la zone de focus. Bon voilà, tout ça c'est assez classique sur tous les Panasonic, mais je vous en parle quand même rapidement. Alors forcément il a une prise micro dont je me sers actuellement pour enregistrer le son, mais il y a aussi une prise casque sur le côté. Voilà, on peut le charger soit par ici sur le côté, soit en enlevant la batterie et en la mettant dans le chargeur fourni, et on peut le charger tout en l'utilisant, ça c'est sympa. Pour ce qui est de l'autre côté, ben là on a l'accès aux cartes SD double slot. Et chacun des deux slots supporte l'UHS 2, d'accord, donc les cartes à écriture rapide. Ça c'est très sympa. On peut paramétrer si on veut qu'il enregistre les RAW ici, les JPEG là, ou alors tout d'abord sur la 1 et quand elle est pleine sur la 2. Bref, tout est paramétrable. Moi j'ai pris le choix de mettre en slot 1 une carte SD hyper rapide, parce que quand on veut enregistrer par exemple les photos en rafale, en RAW, à 60 images par seconde, il faut une carte qui arrive à suivre. Pareil, quand on veut faire des gros ralentis parce qu'il monte à 180 fps pour les ralentis en Full HD, il faut une carte qui arrive à suivre. Donc en slot 1, j'ai mis une carte vraiment puissante. Celle-là, je vous mettrai le lien en description. Elle est assez chère, mais au moins elle peut me servir, même si je change après d'appareil pour un GH5 ou autre, elle est vraiment très rapide. Et en slot 2, j'ai mis une carte plus standard, beaucoup moins chère, et qui me sert un peu d'appoint si besoin. Donc avec la carte qui est en slot 2, je peux pas par exemple faire des ralentis en 180 fps, d'accord, ni les rafales au maximum de la vitesse. Mais bon, elle est là pour dépanner. Il est bien sûr Wi-Fi et Bluetooth, ce qui est très pratique pour transférer les photos vers un téléphone par exemple ou vers l'ordinateur. Au niveau accessoires, alors moi j'ai l'objectif Leica 12-60 qui est très polyvalent et dont je me sers tout le temps. Voilà. Si vous prenez l'appareil, vous aurez le choix aussi avec l'objectif Panasonic 12-60. Oh la vache, je transpire, putain. Oh. J'ai chaud. J'ai maxi chaud. Donc l'objectif que j'ai, moi, c'est le Leica 12-60 qui est stabilisé. Il y a aussi le Panasonic 12-60 mais qui ouvre un peu moins. Le Leica ouvre à 2.8 et le Panasonic ouvre à 3.5. D'accord ? Moi, le Leica, j'en suis ravi. Je vous mets le lien aussi en description. J'ai aussi un filtre ND variable qui est sur l'objectif que j'ai acheté. C'est un filtre de la marque Coquin, une marque française, que j'ai acheté sur le site Miss Numérique. Je vous mets le lien. Ça, par contre, c'est très pratique. J'ai fait 2 vidéos sur les filtres ND qui étaient plus axés sur les drones. Mais tous les principes sont valables bien sûr avec un appareil photo. Et là en plus ça me sert beaucoup pour les photos longue exposition. D'accord ? Et pour la vidéo, un filtre variable c'est indispensable parce qu'au moins on peut en temps réel modifier la lumière qui rentre. Et après niveau micro, eh bien j'ai le micro cravate Nikama que voilà, ou alors un micro Videomic Pro Plus de chez Rode que je peux brancher au-dessus. Je vous mettrai le lien de tout ça aussi en description pour ceux que ça intéresse. J'oubliais, l'autofocus est très bon. Il y a une mise à jour qui a été faite il n'y a pas longtemps et franchement il est très performant tant pour vlogger, là, en vidéo, en photo. Il y a différents modes où on peut choisir de suivre un sujet en mouvement, de la reconnaissance des yeux et du visage. Bref, ça marche très bien et moi ça me suffit largement. Alors, défaut. Bon, alors, est-ce que c'est vraiment un défaut? Je sais pas, mais en tout cas, le déclencheur est hyper sensible. Comme on a l'habitude des fois à appuyer un peu à mi-course avant de déclencher pour mettre au point, là, bien souvent, on fait ça et hop, ça prend la photo, d'accord? Donc, il faut prendre le coup. Il est assez sensible. Mais bon, on s'y habitue. Moi, maintenant, ça ne me dérange plus. Et après, le défaut, c'est le défaut du micro 4 tiers. Alors ça, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, si vous avez un appareil à 5000 € de chez Canon full frame, il fera des meilleures vidéos que ce G9, d'accord, même que le GH5 peut-être. Mais bon, c'est pas le même prix.
c'est pas le même poids, c'est pas le même prix non plus, ni poids des objectifs, c'est pas la même chose, quoi, d'accord? Là, le G9 nu se vend maintenant autour de 1450 € sur les sites comme Fnac ou Darty, et même moins cher sur les sites chinois, mais bon là par contre j'y vais jamais, pour des questions de garantie en cas de souci. Au niveau budget, on est sur un appareil qui est cher, 1400 € nu, 2000 € avec objectif, mais rien à voir avec un Canon haut de gamme, hein. Donc faut comparer, c'est comparable. Après, pour ceux avec qui il peut rivaliser, eh ben, ce sont les APS-C par exemple, de chez Canon notamment, et aussi de chez Sony. Et là par contre, ce qui est important de savoir, c'est que il n'y a pas que la taille du capteur qui importe, d'accord? Il y a aussi ce que l'appareil sait en faire, le traitement qui est fait derrière. Et là, Panasonic, ils sont assez forts parce que au niveau qualité du traitement, vous pouvez aller voir sur pas mal de tutos YouTube, bah, le rendu, il est vraiment équivalent à un APS-C de chez Sony ou Canon au niveau vidéo et photo, d'accord? Notamment quand les ISO baissent, c'est vraiment un appareil qui est vraiment performant à ce niveau-là, en tout cas jusqu'à un niveau semi-pro, et donc il y a de quoi se régaler. Voilà, alors moi je bosse pas chez Panasonic, j'ai pas de commission pour cette vidéo-là, je vous dis juste ce que j'en pense. Franchement, je suis très content de l'appareil par sa polyvalence, d'accord? Il sait tout faire. Vous prenez un GH5 qui sera bien meilleur au niveau qualité vidéo professionnelle, par contre en photo, il va être à la rue par rapport au G9. Lui, en vidéo, il est très bon, elle est bien stabilisée, mieux que le GH5. C'est quand même du 4K qui monte à 60 fps en 4.2.0 8 bits. Donc c'est largement suffisant jusqu'à des vidéos qui peuvent se vendre, hein. Moi j'en vends des vidéos, des plans que je fais avec ce G9. En photo je me régale, il est pratique pour le vlog, pour tout, bref il est bon en tout, même très bon en tout. Ben, je pense que j'ai fait le tour sur ce G9. Je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.